Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Ingrid. Ingrid est une entrepreneure chevronnée, passionnante que je t'invite à découvrir maintenant. Peut-être OK. Super. Donc, à partir de là, tout ce qui est dit pourra être retenu contre toi. C'est le truc qui met bien à l'aise tout de suite. Donc, J'assume en règle générale ce que je dis, donc ça va aller. c'est parfait. Comment tu veux que je te présente comme Ingrid, comme Madame l'influenceuse politique Ingrid, c'est très bien. Ingrid, super. Excellent. Donc, bonjour Ingrid, comment vas-tu? Salut Ziad, ça va très bien, je te remercie. Super. Donc, cette question, c'est fait. Je peux mettre un petit bâton. Donc, deuxième question. Ouais, mais je me suis entraîné cette fois-ci. J'ai vraiment ma to-do Je list. vois, c'est un filage de fou. Ah oui, tu sais, tu sens le professionnalisme qui est totalement absent. Ingrid, si on devait te présenter, qu'est-ce qu'on dirait de toi? Je ne sais pas, ça dépend de quel point de vue. Ce que je peux te dire, moi, c'est qu'aujourd'hui, je suis sur une activité professionnelle très variée, qui correspond assez bien à mon profil, qui aime les choses éclectiques. Donc, tu fais Euh, des go fast. C'est ce que tu es en train de me dire. Alors, tu as peut-être légèrement surinterprété ce que je viens de dire. Ah, j'aime noter le légèrement, c'est ce que je vais retenir. Oui, oui, Ouais, oui. c'est mon côté bienveillant. Non, voilà, en fait, j'ai commencé par avoir un parcours finalement assez classique, à ceci près quand même que j'ai fait des études de lettres modernes, alors que tout le monde me disait qu'il fallait surtout pas faire des études de lettres modernes parce que ça ne conduisait à rien. Ouais. Mais heureusement, à l'époque, je n'ai écouté personne d'autre que moi et j'ai bien fait puisque je savais que c'était là que ça me plairait et que ça reste un moteur quand même pour apprendre d'aimer être là où on est. Mais sinon, voilà, un parcours assez classique. J'ai bossé 10 ans dans une asso. On a quand même développé beaucoup de projets super intéressants. Et j'y suis restée 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, j'ai eu envie de partir. Et là, je me suis dit, tiens, en fait, j'ai bien compris que la communication, c'était un peu le nerf de la guerre pour beaucoup de choses. Et donc, je ferais bien de la com. Mais comme je vis en France et qu'en France, on ne recrute que sur des diplômes et que j'ai pas de diplôme en com, j'ai aucune chance. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi je ne créerais pas ma propre boîte? Parce que j'en ai jamais mieux Oui, servi que par soi-même finalement. c'est vrai. Et donc voilà, je me suis lancée dans cette aventure assez incroyable de monter une agence de com alors que j'avais quand même du bon gros sens, mais pas de compétences spécifiques. Après, j'apprends beaucoup de choses sur le tas, moi. Et voilà, notre scope a tenu quand même longtemps. Il existe toujours. Moi, j'y suis restée 10 ans à nouveau. Et puis, je suis partie en 2017, mais mes associés ont poursuivi l'aventure. Et en fait, plus le temps passe et plus je m'aligne avec ce que je suis, avec mes valeurs, et je m'affranchis de ce que pensent les autres. Et ça, c'est l'avantage de vieillir. Et du coup, je ne fais plus aujourd'hui que ce que j'aime faire. Enfin, j'essaye, en ayant une approche très éclectique. J'aime quand il n'y a pas de routine, j'aime quand je vais toucher à des sujets très différents, mais qui pour moi ont un fil rouge, une cohérence d'ensemble, en fait. Voilà. Et donc, pour résumer, aujourd'hui, je suis formatrice, ce que je suis depuis des années, mais plus le temps passe et je crois que plus je progresse dans mon métier de formatrice, de pédagogue. Je suis aussi facilitatrice, c'est-à-dire que je me sers des outils de facilitation pour faire avancer des collectifs, faire avancer l'intelligence collective. Et puis, ça peut m'arriver aussi d'accompagner individuellement des personnes sur la prise de parole en public, sur l'assertivité, des choses comme ça. Voilà. C'est un bel exemple de réussite, j'ai le goût de dire. Mais juste avant, tu parlais d'une scope. Pour les gens qui ne sont pas français, c'est quoi une scope? Alors, ça, c'est une société coopérative et participative. À OK? l'origine, c'est né, si je ne dis pas de bêtises, au 19e siècle, et c'était Société coopérative ouvrière de production. Voilà. OK. Aujourd'hui, le terme a été modernisé, on peut dire société coopérative et participative. Le principe, c'est que c'est une société enfin, classique sur le plan juridique, c'est une SARL par exemple, ça peut être une ESA aussi, mais souvent c'est une SARL, mais la différence, c'est que c'est une personne égale une voix. C'est-à-dire que contrairement aux entreprises purement capitalistes, ce n'est pas le capital qui te donne le plus de pouvoir, c'est une personne, une voix. Quel que soit ce que tu mets dans l'entreprise, ta voix vaut autant que celle de tes associés. C'est un principe de gouvernance
qui peut tourner, c'est-à-dire que statutairement, on n'est pas gérant à vie de sa Oui. boîte. On est même très encouragé en fait à faire tourner la gérance. En tout cas, dans la nôtre, c'est sûr que c'est ce qui nous définissait. Et puis, le principe, c'est vraiment l'horizontalité, la coopération, le fait d'impliquer tout le monde en se disant que, encore une fois, ce qui fait la valeur d'une entreprise, c'est l'humain, pas l'argent, même si on a aussi besoin d'argent pour faire tourner une boîte. Voilà, donc ce sont des modèles de société qui se sont développés en Europe, notamment au 19e siècle, par solidarité, dans le milieu ouvrier notamment, mais aujourd'hui c'est bien plus que ça. Et en France, il me semble qu'on est un peu plus de 2000 sociétés. Et d'ailleurs, tu vois, aujourd'hui, je suis indépendante, mais je suis indépendante au sein d'une coopérative d'entrepreneurs. Je suis restée quand même dans un format coopératif. Ça s'appelle les coopératives d'activité et d'emploi. Voilà. C'est extrêmement inspirant. C'est cool. Enfin, faut que j'arrête de dire c'est cool. Je le dis beaucoup trop souvent ce temps-ci. Mais non, non, c'est vraiment inspirant. Surtout qu'on est beaucoup à avoir vu les coopératives, je dirais principalement à l'université, un peu autour, mais voir que tu peux être consultant, consultante, et puis que tu, tu peux vivre de ça, c'est fort intéressant. Tu m'amènes plein de questions, mais en même temps, on a déjà bu des cafés deux, trois fois, donc on se le cachera pas, tu as un beau parcours. On se le cachera pas, tu sais ce que tu te veux, donc ça a un peu été le guide à travers tout ça. Mm. Ma question piège, c'est comment ça se fait que tu as conçu un jeu? Parce que moi, j'ai conceptrice de jeux sérieux, Totem, Toteam, Toteam. Ouais, Voilà. Toteam, ouais. Ouais, Alors, je l'appelle comment je suis arrivée à Totem. ça? Ouais, Écoute, dans ma pratique professionnelle, j'utilise le jeu depuis assez longtemps, mais je l'utilisais de manière empirique. Je ouais. n'avais pas forcément cherché à conceptualiser tout ça. Et dans ma vie personnelle, je suis très joueuse. De jeux de plateau, de jeux coopératifs, quelques jeux en ligne, mais moins les jeux en ligne quand même. Et, et en fait, ça faisait un moment que ça me tournait, parce que pédagogiquement, le jeu apporte énormément d'atouts. Voilà, ça s'est démontré. Mais moi, j'avais, encore une fois, fait de manière très empirique des expériences. Et puis, au moment du premier confinement en France, je me suis dit, bon, bah, du coup, puisqu'on ne peut plus réseauter, parce que je suis quelqu'un qui réseaute beaucoup, comme on ne peut plus réseauter physiquement, je vais aller voir ce qui se passe dans les réseautages en ligne. Et donc, je me suis retrouvée dans une réunion dans laquelle j'ai rencontré deux personnes qui s'intéressaient aussi beaucoup au jeu, un game designer, Guillaume, et un coach agile, Robin. Et puis, assez vite, on s'est dit, mais en fait, un, on est très complémentaires, et deux, on a très envie d'expérimenter des choses autour de la création d'un jeu sérieux. Et c'était une période particulière de ma vie, puisque d'abord, je venais de relancer mon activité sous une nouvelle forme. J'étais en pleine convalescence suite à un accident qui m'avait un petit peu, on va dire, limité pendant quelques mois, et que je m'étais dit, la vie est courte, il faut quand même penser à se faire plaisir et à expérimenter les trucs qu'on a envie d'expérimenter. Et donc, je me suis dit, je ne sais pas ce qui m'attend, mais j'ai envie d'expérimenter ça. Et au départ, on s'est lancé franchement from scratch. Sauf qu'on s'est accroché à la barre, on a eu envie de poursuivre, on s'est structuré petit à petit, hein, en mode assez agile finalement, et on est allé jusqu'au bout du projet de Toteam. Et là-dessus, bah, on y a mis à la fois les compétences d'un game designer, les compétences d'un agiliste, et mes compétences de pédagogue. Et voilà, on a créé ce jeu parce que c'était un défi personnel d'aller jusqu'à la conception d'un serious game. Voilà. Le tout en plein début de pandémie, parce que sinon, c'est pas drôle. Tu sais, s'il n'y a pas de challenge. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, la pandémie, pour moi, quelque part, ça changeait pas grand-chose à part pour les relations sociales. Parce que je travaille à distance, je télétravaille depuis des années. Moi, je suis tombée dans le numérique il y a fort longtemps, et donc c'était pour moi pas vraiment un événement professionnellement parlant, si ce n'est OK. que ça m'a ouvert plein d'opportunités à ce moment-là. Oui, je fais partie des chanceux pour qui le confinement a été plutôt une bonne chose. Mais voilà, au contraire, je trouvais que c'était une période où il fallait particulièrement redoubler de créativité. C'est inspirant. Tu es inspirante, Ingrid. Il faut arrêter ça tout de suite. Il faut arrêter ça.
Tu as dit un truc super intéressant, tu as dit que tu réseautais beaucoup. C'est vrai, à une époque, je réseautais beaucoup. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus? Tu réseautais, tu étais dans tous les 5 à 7 de ta région, tu Ah aimais non, non, bien pas jouer? du tout. Je sélectionne les endroits où j'ai envie d'aller. Ok. Il faut que il faut que la réunion m'inspire et que les gens qui sont dans cette réunion m'inspirent aussi. Parce que, encore une fois, j'ai passé l'âge d'aller faire semblant. Ça n'a jamais été d'ailleurs un de mes traits de caractère. Donc, non, non, je vais là où j'ai envie d'aller parce qu'il y a des gens avec qui j'aurais envie de travailler ou d'imaginer des collaborations. J'ai envie d'écouter leur parcours, j'ai envie de discuter parce que bah, globalement, quand on est dans des toutes petites équipes ou qu'on est solo, c'est aussi parce qu'on fait ce choix et que ça nous donne plein de liberté, mais la contrepartie, c'est que souvent on se sent un peu seul et Oui. qu'on aimerait bien travailler sur des choses plus ambitieuses, plus innovantes aussi, parce que l'addition des autres plus moi, ben, ça crée forcément des choses auxquelles je n'aurais pas pensé seule. Donc, j'allais souvent dans des réunions professionnels, dans des clubs d'entrepreneurs que j'aimais bien, dans des endroits coopératifs notamment, où par nature les gens sont plutôt très accueillants. Et bon, après, je suis aussi allée dans des réunions où je me suis fermement ennuyée, mais ça fait partie du job. et voilà. Et c'est vrai que depuis le confinement, c'est quelque chose qui s'est beaucoup amoindri. Oui. Et c'est dommage d'ailleurs. Donc, on réseaute aussi en ligne, mais c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, je pense que ça finira par revenir, mais on a un petit peu modifié nos pratiques depuis cette époque, je trouve. Ah, c'est certain. Surtout qu'à l'échelle de la planète, c'est pas fini partout, c'est reparti dans certains endroits, donc Oui, ça c'est brasse ça. un peu la cage. Euh, je fais semblant de réfléchir, je suis rendu très fort pour ça. C'est assez intéressant ce que tu as dit, parce que certaines personnes pourraient croire que tu sais, tu es une personne très spontanée, mais là, ce qu'on peut comprendre à travers les lignes, c'est oui, tu es spontané, mais à chaque fois, tu avais un plan. Par exemple, là, quand tu parlais de réseauter, certes, tu choisissais où c'est que tu voulais aller, mais c'était pas spontané en disant, bon, bah tiens, il y a un truc, j'y vais. C'est Ah, si, ça peut. Ça aussi, peut. Oui, ça peut. Des fois, je trouve l'événement tel qu'il est présenté sympa, marrant, étonnant, décalé. Et je me dis, bah, tiens, je vais voir pour voir, mais j'ai pas d'objectif particulier. ok. Mais souvent, c'est vrai que j'essaye de rationaliser mon temps aussi, parce que je suis quelqu'un qui travaille pas mal, qui a beaucoup de projets tout le temps. J'ai une famille, j'ai 2 enfants. Voilà, donc j'essaye de pas non plus trop me disperser à aller de soirée en soirée sans que ça serve à quoi que ce soit. Alors quand c'est fun, c'est bien, ça sert à être fun, mais quand on y va et qu'on se dit, je suis quand même rentrée à minuit à la maison pour au final n'avoir rencontré personne d'intéressant. Non, j'ai arrêté de le faire ça. Effectivement, ça c'est on gagne en XP quand on commence à penser comme ça. C'est ça. Euh, pas, est-ce que tu passes pour un ovni auprès de ton entourage ou tes amis ou les gens que tu croises, ou au contraire, tu as rendu un module est-ce que tu es devenu un modèle à suivre, Non, je pense que je suis plus considérée comme un ovni qu'un modèle à suivre. même en 2022? Oui, enfin, après, mes amis m'apprécient, donc ça les fait marrer de voir mes changements de trajectoire, de voir que je suis capable de leur dire, ah tiens, je vais créer un serious game et puis en même temps, je vais partir bosser au Maroc pour faire des formations. Ils trouvent que c'est quand même relativement éclectique comme enfin, voir un grand écart. Euh, mais ils le font, enfin, ils trouvent ça sympa aussi. En même temps, du moment, encore une fois, qu'ils voient que moi, j'y trouve mon compte, ça leur va, mais souvent, oui, ils me font la réflexion que je suis assez audacieuse ou courageuse, qu'ils n'auraient pas forcément, eux, le courage de prendre des risques et de quitter une situation, en tout cas économiquement, plus confortable que la mienne. Je leur dis, ouais, mais moi, mon curseur, il n'est pas tant sur l'argent, même si je cherche à gagner correctement ma vie, mais que sur le plaisir intellectuel que j'ai à travailler, parce qu'on est quand même malheureusement amené à travailler de plus en plus tard, puisque Oui. il semblerait que les gens élisent des personnes qui repoussent l'âge de la retraite en permanence. Et donc, bon, tant qu'à faire, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut trouver du plaisir à continuer à innover, à avancer, à se dire, ah tiens, j'ai pas encore exploré ça. Sinon, je pense que c'est infernal, la fin de carrière.
Ah, c'est sûr que ça aide, parce que, comme tu viens de le dire, ça peut être sinon extrêmement long au niveau des C'est journées. ça. Je ne parlerai même pas de fin de carrière, rien que les journées Parce que vont être déjà, trop moi, en longues. m'éclatant pas mal dans mon travail, je trouve que c'est long de travailler 40-50 ans dans sa vie. Alors, si en plus on s'ennuie, quel enfer. Ah, écoute. Moi, il faut vraiment que je lance des t-shirts. À chaque fois, vous me sortez des phrases, je me dis, ça serait tellement à mettre sur un t-shirt. Ah, Même si vas-y, c'est vieux. sors une collection, Mais écoute, oui. ça peut faire un tabac, hein. Ah, écoute, je vais essayer d'être faussement à la mode. Ça sera des t-shirts NFT pour, pour des personnages 3D du métaverse. Clin d'œil, clin d'œil. Question toute simple. Pourquoi la formation? Ou j'irais même plus loin. Pourquoi cette idée de partage? Ça a l'air d'être comme une constante. Alors, la formation, en fait, j'ai été amenée à en faire assez jeune parce que j'ai commencé à travailler très jeune. J'avais 19 ans dans mon premier poste. Et on s'était dit qu'il fallait qu'on monte des formations, notamment à l'époque, c'était des formations pour les techniques de recherche d'emploi, l'interculturel, etc., puisque j'accompagnais des gens qui partaient à travailler à l'étranger ou qui cherchaient en fait à évoluer professionnellement par le biais de la mobilité internationale. Ce qui était d'ailleurs assez révolutionnaire, parce que ça, je te parle des années 90 où Erasmus commençait à peine, qui avait clairement pas la mobilité qu'il y a aujourd'hui. C'est Et sûr. donc, on s'était dit, il faut former les gens parce qu'on ne peut pas les laisser partir comme ça alors qu'ils n'ont aucune culture du voyage et qu'ils savent pas qu'on ne fonctionne pas tous pareil, que tout le monde ne pense pas comme un Français. Voilà. Oui, Pour le bonheur de l'humanité, d'ailleurs, j'ai envie de dire. écoute, écoute, j'ai 1 million d'images qui sont apparues. Oui. Et donc, voilà. Et du coup, ben, à l'époque, je me suis dit, ben, je ne sais pas moi, comment on fait une formation. Ben, j'ai fait des formations comme j'avais appris à l'école. Donc, des formations assez descendantes. Je pense malgré tout que j'animais avec enthousiasme parce que ça reste quand même ma personnalité, mais franchement très descendante. Et puis assez vite, je me suis dit, mais ça va pas du tout. En plus, moi, je travaillais en particulier avec des publics plutôt peu qualifiés et voire en difficulté. Donc, pour qui l'école n'avait pas été comme moi une source d'épanouissement et de plaisir. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas comme ça qu'on doit transmettre à des gens qui n'ont pas le goût d'apprendre, et qu'on voit qu'on a des goûtés d'ailleurs d'apprendre, et qui sont dans des schémas en fait complètement différents. Et tout ce que je te dis là, je peux le dire aujourd'hui à mon âge parce que j'essaye d'analyser ça, mais à l'époque, je réfléchissais pas vraiment, je me disais juste, oh là là, ça va pas, il faut que je le modifie. Puis de manière très empirique, je testais des nouveaux trucs. C'est comme ça d'ailleurs que les premiers jeux sont apparus, en me disant, bah, peut-être c'est plus fun si je les fais jouer, je sais pas, faut voir. Et puis petit à petit, forcément, ma pratique s'est améliorée. Moi, en plus, je suis toujours dans une logique de progrès. Donc, quand je fais quelque chose, j'analyse ce que je fais, je me dis c'était bien, c'était pas bien, et j'ai un petit côté perfectionniste un peu chiant des fois, qui fait que c'est jamais assez bien, donc on progresse toujours. Et voilà, 25 ans se sont écoulés, et à chaque fois, dans tous les métiers que j'ai exercés, il y a toujours eu comme fil rouge former sur des sujets différents, mais former. Et j'adore ça. Et aujourd'hui, je me revendique presque plus comme pédagogue que comme formatrice, parce que ce qui me passionne, c'est vraiment ça, la pédagogie ou l'andragogie, peu importe, les deux m'intéressent. Comment on transmet, comment ça se fait que des gens apprennent, d'autres moins, le lien qu'il y a entre le formateur ou l'enseignant et son élève ou son apprenant, c'est un lien qui est tellement particulier qui peut être destructeur ou très porteur. On a tous des expériences de vie où on se dit, moi je me souviens encore de ma prof de français du collège que j'ai adoré et qui m'a fait adorer le français, et les souvenirs aussi d'un prof de maths affreux qui a, je pense, bien contribué au fait que je n'ai jamais compris l'intérêt des maths. Bon voilà. Et donc c'est ça qui m'intéresse en fait. J'aime transmettre, j'aime comprendre comment le cerveau fonctionne, et on a tous des cerveaux avec une matrice identique, mais des fonctionnements très très différents. Et voilà, ça me passionne de comprendre comment on peut faire. Et parfois, je suis très challengée avec des groupes pour lesquels ça se passe pas très bien, avec des gens qui n'ont pas envie d'être là, pas envie d'apprendre. Et je trouve que c'est toujours hyper intéressant de me dire comment je fais quand même pour les accrocher. Merci pour ce partage. Tu l'as dit avant, tu fais aussi
appelons ça des ateliers, vu qu'on ne va pas utiliser formation. Tu fais des ateliers avec du monde, exemple en Afrique du Nord ou à l'étranger. Mhm. Quid du volet culturel? Est-ce que c'est des challenges supplémentaires? Au contraire, des fois, tu as eu des bonnes surprises. Est-ce que c'est plutôt au niveau de la structure ou qu'est-ce Alors, qui est le plus challengeant pour toi? oui, la dimension interculturelle, c'est un challenge. Et parfois, on a tendance à penser, on croit que ça va être très mineur parce on se reconnaît plein de points communs. Mais en fait, non. Il y a quand même toujours des choses sur lesquelles on se dit, ah ben oui, mais non, ils pensent pas comme moi, ils n'ont pas la même idée que moi là-dessus, ils n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes référentiels, et donc ça va, forcément, ça va frotter. Donc, alors il y a je sais pas, je vais te donner le Japon, par exemple, on s'en doute dès le départ qu'il n'y a aucun point commun entre la culture japonaise et la culture française. Je dis Oui. aucun, pardon pour les spécialistes du Japon. De ma fenêtre à moi, je me dis, il y a quand même énormément de choses qui diffèrent. Donc on s'y prépare en se disant, c'est sûr que ça va être extrêmement différent, ni mieux ni moins bien, extrêmement différent, et puis on va s'y préparer. Mais voilà, je sais pas, si je pense aux Suisses, par exemple, ne me demande pas pourquoi je pense aux Suisses. Hein. Je vois absolument pas Si je pourquoi pense aux tu Suisses, je penses me à dis pas ça. spontanément, ouais, il va y avoir un écart culturel énorme. Je me dis, bon, voilà, les Suisses, les Belges, les Français, c'est tous les mêmes. Eh ben non, en fait, non. Voilà. Et là, actuellement, c'est vrai que j'anime des formations au Maroc où on a énormément de points communs. On a même une histoire commune. Enfin, moi non, mais mon pays et le Oui. Maroc. Et je me rends compte que oui, oui, il y a des différences culturelles qui jouent beaucoup dans l'échange, dans la réussite ou non des objectifs que je m'étais fixés. Et donc, c'est bien, j'apprends beaucoup de cette expérience. J'espère que eux aussi, mais moi, en tout cas, j'apprends beaucoup parce que j'ajuste des choses que je ne ferais absolument pas de la même manière en France. Bah, je dis oui, c'est cool. Puis en même temps, c'est une des règles, c'est toujours s'adapter à son public. Absolument, absolument. Est-ce que tu as des conseils sur comment se préparer à ça? Ou absolument pas, c'est vraiment on adapte en Bah, les deux, fonction. en fait, on se prépare d'une part en lisant un peu quand même des choses en amont, à la fois sur déjà tout simplement l'histoire, parce que l'histoire d'un pays, elle raconte plein de choses sur son peuple. Oui. Après, tu te renseignes un peu sur les aspects politiques. Est-ce que c'est une démocratie, un royaume, une dictature, un peu détroit Oui, oui, Enfin, tu vois, tu vas aller, parce que ça aussi, ça raconte beaucoup de choses forcément sur la population que tu vas rencontrer. Et puis, voilà, est-ce que par rapport à nous qui sommes un peuple, on va dire, nourri à la laïcité, enfin, approximativement, quand tu arrives dans des pays où la religion du pays est extrêmement importante, tout ça, c'est des choses, si tu arrives sans t'être renseigné là-dessus, forcément, tu fais des impairs, tu dis des choses que tu ne devrais pas dire, et puis tu prends le risque de choquer des gens ou de les contrarier, en fait. Donc ça, déjà, c'est la base quand même, c'est de se renseigner sur où je vais, qui sont les gens avec qui je vais parler. Puis après, par contre, c'est aussi de l'adaptation à ce que tu vis sur place, parce que on peut pas dire les Français sont ceci, sont cela, puisque les Français, c'est 70 millions de personnes différentes et il y a des constantes, il y a des choses qui sont partagées en commun, mais moi, je me sens aucun point commun avec certains Français qui m'entourent dans ma propre rue, tu vois. Donc, malgré tout, on s'adapte aussi à ce qu'est la personne au-delà de sa culture, de son pays. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire à ce moment-là avec toi, qu'est-ce qu'elle a envie de partager avec toi et dans quelle posture elle est. Est-ce qu'elle est dans une posture d'égalité, dans une posture de domination, dans une posture de défiance? Voilà, et tu t'adaptes. c'est joliment dit. Je vais te mettre un 19 sur 20. Alors, je déteste Alors, 19 sur 20. D'abord parce que je suis perfectionniste, donc il faut que tu me dises pourquoi j'ai pas 20. c'est Et en ça plus, le. j'aime pas les nombres impairs. Ah ouais. C'est une des autres questions que je sors à chaque fois, mais qui est extrêmement intéressante vu la période qu'on vit, surtout en termes de transition. Si tu avais un message à donner aux nouvelles générations, aux futures générations, ou à tout le monde, tu sais, la fameuse bouteille à la mer, Hmm. qu'est-ce Oh que là, tu aimerais c'est leur dire? difficile parce que je ne sais pas vraiment ce qu'est la nouvelle génération. C'est difficile de ranger les gens dans une même catégorie. Mais j'ai envie, je sais pas, je leur dirais déjà de
toujours garder l'espoir, parce que même quand les périodes paraissent très compliquées, il nous appartient à nous, individus, de ne pas être fataliste et de se dire on peut encore faire des choses. Et puis de s'ouvrir aux autres et d'être hyper tolérant, parce que c'est ce qui manque peut-être le plus actuellement. Alors, je ne parle pas de la jeune génération, je parle en règle générale. Oui. Donc, si la jeune génération pouvait être attentive à mieux accepter l'autre, je pense qu'on gagnerait tous beaucoup de points de vie. Ça va finir en jeu vidéo, en jeu de rôle, ça. Voilà, c'est ça. Euh, merci pour ce message, cette bouteille à la mer. Après, j'ai toujours pas décidé si elle serait en verre, en PET, en papier craft ou... Alors, écoute, si c'est dans la mer, franchement, papier craft, évite. Oui, exactement. Dans un baril de pétrole. Euh, c'est extrêmement intéressant. C'est quoi tes prochains défis? Vu que tu es une personne de défi, que tu es toujours drivé par ça, c'est quoi ton prochain défi? Alors, écoute, mon prochain défi, il serait d'arriver à me prendre une année sabbatique pour voyager. Ah oui. Ouais, parce que Ah, ça reste quand même quelque chose qui est mon fil directeur. J'adore voyager, j'adore rencontrer des gens, j'adore l'interculturel en règle générale. Donc voilà, et c'est un peu plus compliqué là depuis quelques années. Et puis oui. avec les considérations climatiques, etc., dont je tiens compte. Donc voilà, arriver à voyager pendant un an en essayant d'avoir malgré tout une empreinte carbone raisonnable, parce que je ne peux pas dire nul, parce que forcément on voyage, de toute façon, on pollue. Oui. Mais ça dépend aussi malgré tout comment on voyage. Et donc voilà, mon prochain défi serait d'arriver à articuler ça. Sans arrêter complètement de travailler, c'est avant la retraite, très largement avant la retraite même, arriver vraiment à faire un break d'un an, pourquoi pas 1 an et demi, 2 ans, avec mon cher et tendre, pour aller voir toutes les herbes plus vertes ailleurs. Voilà. Ah, c'est bien que tu aies précisé un break, parce que souvent, quand on entend ça, on pense à nomade numérique. Ouais, mais alors on y réfléchit à ça, c'est possible, puisque moi je travaille à distance depuis longtemps, mais c'est pas le même voyage. C'est C'est pas sûr. le même voyage. Si tu commences à travailler, alors j'adorerais l'idée, ceci dit. Là, je commence à. Puisque mes 2 enfants là sont tout près de quitter la maison. Enfin, le premier, c'est déjà fait, la deuxième, c'est imminent. Ça devient encore plus possible. Donc, pourquoi pas de se dire, tiens, allez, on se barre une semaine quelque part et on télétravaille. Mais moi, ce que j'aime dans un pays, c'est beaucoup marcher, beaucoup me promener, beaucoup observer, beaucoup regarder ce que mangent les gens, ce que boivent les gens, ce que disent les gens, ce que font les gens. Donc, c'est pas très compatible avec le travail, du coup. Ah, c'est sûr que marcher en faisant une conf call tout en envoyant des courriers, ouais, c'est sûr que... Tu vois, c'est pas le même genre de voyage. Après, à titre professionnel, est-ce que j'ai des défis Non, mon défi, c'est de rester toujours dans l'innovation au sens, je veux des trucs nouveaux régulièrement qui arrivent dans les tuyaux, qui me challenge un peu, mais pas trop quand même, parce qu'il ne faut pas m'y épuiser non plus. Des nouvelles rencontres, des gens qui viennent à moi et qui me disent, tiens, si on faisait ça, mais oui, vas-y, essayons, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais ça a l'air super. Voilà. Toi qui aimes justement l'innovation, qu'est-ce que tu penses de cette période? Parce qu'avant, je sortais à la blague les buzzwords que sont les NFT, Metaverse, etc., etc. Mais allons au-delà des buzzwords. Qu'est-ce que tu penses de cette période-là au niveau des EdTech, technologies de l'éducation? Est-ce que tu trouves ça intéressant? Tu te dis que c'est un Ah pétard oui, oui. mouillé ou, Non, 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 je trouve ça hyper intéressant. Comme dans tout, il y a des choses qui sont des pétards mouillés, comme tu dis, qui sont purement du gadget. Et d'ailleurs, il y a certains gadgets qui rapportent déjà pas mal de milliards. Oui. Et ça me tue un peu parce que je me dis, une fois de plus, on fout du pognon dans des trucs qui sont pas bien pensés, mais il y a des génies du marketing derrière. Mais il y a aussi des milliards qui sont dépensés dans des solutions qui vraiment apportent des choses très nouvelles, qui changent complètement le paradigme du rapport à l'apprentissage, à la formation. Enfin, moi, je trouve ça incroyable que entre ce que j'étais moi enfant et ce que mes enfants peuvent vivre, et a fortiori ce que vivront mes petits-enfants si j'en ai, c'est fou. Aujourd'hui, tout le monde, ou presque, peut avoir accès à l'éducation, au contenu, à la ressource. C'est incroyable. Il y a une espèce d'effervescence et en même temps d'horizontalité qu'il n'y avait pas
il y a encore 50 ans de ça, quoi. C'est même 30 d'ailleurs. Et ça, je trouve, enfin, les gens qui rejettent tout en bloc, disant, ah, mais de toute façon, le numérique, ça tue la relation, etc. Je dis, mais non, mais non, mais non. Comme toute nouveauté, le monde n'a fait qu'évoluer en permanence. Et donc, il y a forcément des temps de contraction et de, je sais pas, comment dire, d'expansion. Et donc, toute innovation, apporte toujours et de la contraction et de l'expansion. Ça dépend de ce que tu fais. C'est rarement le produit qui est mauvais, c'est son usage, c'est l'intention des gens, c'est sa capacité à se développer vraiment, à être accepté par les gens. Enfin, moi, je trouve que c'est top, les tech. Et à l'intérieur de ça, il y a aussi des choses que je vois où je me dis, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? À quoi ça sert? Mais je suis toujours très open, moi, à la nouveauté. Par défaut, je me dis jamais, j'en veux pas parce que c'est nouveau, parce que c'est différent et c'était mieux avant. Ça, c'est une posture que je comprends pas. Tu es française, moi je suis un néo-québécois, j'ai le goût de chialer. Parlons de l'éléphant au milieu de la pièce. Ça fait longtemps que tu évolues dans le domaine de la formation. Ouais. Encore récemment, moi j'ai été invité à donner une conférence sur les nouvelles technologies, les nouveaux paradigmes, patati, bref, c'est pas ce qui est important. Par contre, ce qui est important, c'est que on continue à nous solliciter ou à nous demander de parler de nouvelles technologies ou des prémices de ces technologies, mais qu'on continue de nous exiger des PowerPoint. Qui exige des PowerPoint? Ah, mais non, mais c'est ça. Non, mais tu sais, les fameuses, enfin, tout ce qui est organisation scolaire, formatrice, traditionnelle, etc. Enfin, ce que moi j'appelle l'éléphant au milieu de la pièce, c'est moi où j'ai l'impression que l'école, avec un grand E, puis partout dans le monde, un peu moins en Asie, mais un peu partout dans le monde, est comme larguée. Ça veut dire que tout ce que tu peux lui apporter comme nouvelle solution, comme nouvelle étude, bah, il l'accepte. Oui, c'est une solution qui est plus performante. Oui, ça a un meilleur impact. Oui, 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 oui. Mais on ne va pas l'intégrer, c'est trop compliqué. Ah, ça, c'est sûr qu'il y a il y a un manque d'agilité dans l'école, enfin l'éducation nationale, et pas seulement en France, qui est assez Oui, forte. c'est ce qui me sidère, moi, c'est que c'est vraiment global. Puis en parlant avec du monde de partout, c'est les mêmes freins, les mêmes blocages. Puis Oui, mais mais je pense que c'est en train d'évoluer, c'est en train d'exploser en fait. C'est en train d'exploser en vol parce que les confinements ont complètement changé la donne et il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, même s'il y a une tentative de retour en arrière, justement, tu parlais des jeunes générations tout à l'heure, elles ont goûté à quelque chose où elles se sont dit, mais là, en fait, il y a moyen de faire autrement, il y a moyen qu'on nous apprenne les choses autrement, il y a moyen qu'on aille chercher nos ressources autrement. Et du coup, je pense que c'est un moment comme toute déflagration, c'est un moment qui est douloureux, certainement, mais qui va, enfin, je l'espère, qui va forcément déboucher sur les vraies et les bonnes questions sur, encore une fois, c'est quoi la pédagogie? Et c'est pas l'outil qui fait le pédagogue, oui, c'est le pédagogue qui fait que les gens ont envie d'apprendre, ont plaisir à apprendre, apprennent, et après, il leur met à disposition des outils, des ressources, etc. Et là, moi, je pense vraiment qu'on est dans une période où, malheureusement, il y a quelques jeunes aujourd'hui qui vont être un peu sacrifiés, qu'ils sont déjà, on ne va pas se mentir, depuis 2020, là, il y en a quand même quelques-uns qui ont été sacrifiés. Euh, mais ça va se transformer beaucoup. Je ne crois vraiment pas que dans 10 ans, l'école ressemblera encore à l'école d'aujourd'hui. Parce qu'elle n'a jamais beaucoup évolué, mais là, elle s'est pris un coup dans la tête sur lequel elle ne peut pas trop revenir en arrière, je pense. Hein. Après, je n'ai pas de boule de cristal, donc j'en sais rien. Et puis, des fois, les dinosaures sont puissants quand même, mais même, je vois dans la jeune génération de profs, c'est clairement pas les mêmes que ceux qui sont là depuis 30 ans et qui n'ont pas cherché à se remettre en question. Heureusement, ils ne sont pas tous comme ça. Encore une fois, je n'aime pas qu'on fasse des généralités. Les enseignants, c'est que des ceci, c'est que des cela. Non, il y a de tout. Moi, j'ai trouvé certains enseignants absolument géniaux pendant le confinement, par exemple, tu vois, qui se sont investis des heures et des heures sur Geniali, ils sont allés chercher des outils de visioconférence pour pas lâcher les gosses. Ils se sont dit comment on peut faire du storytelling, il faut les tenir, les mômes, il faut les tenir. Et puis d'autres qui ont envoyé un mail en disant comme je refuse de faire des cours à distance si je vois un PowerPoint, tu vois, il y a eu les deux. Il y a eu les deux.
Voilà. Donc moi, mon côté optimiste, je me dis, non, mais cette génération de profs qui a encore envie, elle va l'emporter sur les autres. Merci pour ton optimisme. Justement, moi, je crois que une grosse innovation, ce sera que tout le monde accepte que l'hybridation, c'est une excellente réponse, en fait, Oui, au défi de l'apprentissage, de l'éducation tout au long de la vie, des organisations apprenantes, des territoires apprenants. Et qu'il ne s'agit pas de dire l'école c'est mieux en présentiel ou l'école c'est mieux dans un monde virtuel ou l'école c'est mieux en numérique. L'école c'est mieux si on articule intelligemment tout ça et que encore une fois on reprend les choses à l'endroit, c'est-à-dire qu'on se pose d'abord la question de la pédagogie et ensuite qu'on y amène des outils. Actuellement, on est un petit peu trop dans la tendance inverse, oui. où l'outil précède le reste. Et c'est pour ça que je te dis que des fois, tu as des sacrées pépites. Et puis des fois, tu as des trucs, tu te dis, mais cet outil, c'est sûr, ça claque, ça fait brillant. Toutes les écoles supérieures de commerce s'en sont dotées, mais ils apprennent toujours rien. Bon. Oui, j'ai plein d'images en tête. Comme aussi la super question avec laquelle je suis tannante, c'est pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous utilisez cette technologie? Pourquoi cette approche? C'est le fameux pourquoi? Qui bien souvent, c'est on a une Ferrari dans le garage, personne ne l'utilise. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de route, puis que de toute façon, personne ne sait l'utiliser, puis on n'a pas de pièces d'or, puis on n'a pas d'essence, puis de toute façon, nous, on est des éleveurs de chèvres. Donc en montagne, ça ne sert à rien, mais on a acheté une Ferrari, c'est important. Ouais, et puis qu'il n'y a pas de réponse unique, encore une fois, d'un groupe à l'autre, d'une personne à l'autre, d'une culture à l'autre. Il n'y a pas de réponse unique. C'est heureusement, heureusement, heureusement. Oui, parce que sinon, ça ferait très... Non, même pas 1884, parce qu'il y avait quand même des légères nuances, heureusement. Est-ce qu'il y a une question auquel tu aurais voulu répondre ou quelque chose que tu aurais voulu dire, que je ne t'ai pas posé comme question, un commentaire que tu souhaites faire, quelque chose que tu voudrais nous partager? L'idée, c'est d'éviter le fameux regret. C'est quand le micro est sur off, puis tu dis, ah oui, mais si j'avais su, j'aurais voulu parler, ou je souhaitais, ou pourquoi il m'a pas dit ça, ou si j'aurais plutôt répondu ça. C'est tout, Non, hein. non, écoute, moi, j'avais pas d'intention spécifique à part discuter avec toi et c'est toujours un plaisir, voilà, de partager plein de choses. Alors, tu me redonneras ton adresse pour que je puisse faire suivre le chèque, c'est super important ça. Oui, alors justement, comme moi, je suis plutôt numérique, je dématérialise, je t'enverrai un RIB. Oui, Tu me feras un virement, ça sera plus rapide. si Non, t'étais... mais voilà, tu vois, il y a ce plaisir-là. Après, j'ai toujours très peur de la parole euh, qui vit en dehors de toi, tu vois, hors contexte, etc. Et je me veux surtout pas ni donneuse de leçons, ni influenceuse de quoi que ce soit. Donc, j'ai rien à transmettre au monde à part juste partager le fait que moi j'ai du plaisir, beaucoup de plaisir à me renouveler régulièrement et que j'ai envie de dire aux gens mais sortez des carcans en fait sociétaux, faites-vous plaisir, la vie est courte, je reviens à ça mais c'est tellement vrai et il faut se faire plaisir, faut aller vers des choses qui nous stimulent intellectuellement, émotionnellement, faut trouver de l'équilibre, la course au profit, au pognon, etc., c'est terminé. Enfin, déjà, personnellement, je pense que ça aurait jamais dû exister. Mais aujourd'hui, je pense qu'on en a fait le tour. On voit bien comment la planète est en souffrance. Et donc, je dis aux gens, faites-vous plaisir et vraiment profitez, profitez et faites profiter aux autres. Il faut sortir, tu vois, d'une logique purement individualiste. On a tant à partager. Et je ne sais pas combien de temps il reste à notre pauvre planète, mais ce qu'il faut, c'est maintenir le lien. Et sinon, on va tous mourir dans des conditions atroces. En tout cas, merci pour cette réflexion-là. C'est fortement apprécié, puis c'est une belle façon d'entrevoir la personne que tu es. Donc, je te remercie. Ça montre à quel point, si vous avez l'occasion de discuter avec Ingrid, si vous avez encore plus l'occasion de travailler avec Ingrid, vous ne serez vraiment pas déçus. Puis si vous êtes déçus,
Je rembourse pas. Non, mais en plus, c'est vrai que je suis connue pour être assez bavarde. Et donc, là, c'est toujours avec plaisir que je discute avec des gens et qu'on refait le monde, au moins virtuellement. Et Oui, après, mais encore une fois, au-delà de la blague, je pense que le monde, il est effectivement à refaire. Mais que chacun doit prendre sa part. Il ne faut pas juste parler, il ne faut pas juste dire on devrait faire ci, les gens devraient arrêter de faire ça. Il faut se dire, tiens, moi, c'est quoi la part que j'ai prise ce matin et c'est quoi la part que je prendrai demain matin, etc., etc. Et chacun à son échelle, il y a quand même moyen de changer les trucs. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui fait la beauté de notre monde, c'est ce qui nous relie, nous, entre êtres humains. Hein. Donc, tout ce qui contribue à détruire ce lien, il faut pas y aller. Au contraire, il faut en tisser, 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 tisser. c'est cool. Toi qui as cette vision qui est fortement inspirante, j'ai un segment que tu vas adorer qui s'appelle l'instant passion. Parce que la passion, c'est bien beau, mais il faut payer ses factures. Donc, c'est l'instant promo, c'est-à-dire c'est Ouais. l'instant passion. Donc, je te laisse quelques minutes ou le temps qu'il te faut pour pouvoir nous partager comment c'est qu'on fait pour pouvoir te joindre, Ingrid. C'est quoi l'adresse de ton site internet, de ton code RIB? Qu'est-ce qu'on fait pour... Non. Non, écoute, une des meilleures façons de me contacter, c'est d'aller voir mon profil LinkedIn parce que j'y suis assez active. Après, j'ai un site internet, mais je t'avoue qu'il est tellement obsolète que je ne communique plus trop dessus. Les cordonniers mal chaussés, on connaît tous ça. J'ai pas le temps de le refaire et pourtant il faudrait. Mais bon, donc voilà, sur LinkedIn, c'est bien. Si les gens ont envie de me contacter, c'est encore mieux si on met un petit mot pour me dire pourquoi on a envie de me contacter, parce que des fois, je sais pas distinguer le robot de la personne et j'ai tendance à cliquer sur non, du coup. Donc voilà, puis moi je suis vraiment quelqu'un qui aime les relations vraies, les contacts avec des vrais gens. Donc si on vient me chercher, c'est pas mal de mettre un petit mot. Voilà, que dire ben, voilà. Si les gens ont des projets autour de la formation, que la pédagogie les intéresse, que la formation à distance les intéresse, mais encore une fois, avec l'angle de la pédagogie, pas de l'outil, même si je suis pas trop, je me démerde pas mal avec les outils, mais c'est jamais l'approche qui m'intéresse le plus. Si les gens ont envie d'expérimenter la facilitation, parce que l'intelligence collective, on n'a quand même rien inventé de mieux, ben, qui me contactent, c'est du plaisir, c'est du bonheur, et on verra ce qu'on a à partager ensemble. Hein. C'est cool. Et l'adresse pour ton fameux jeu, c'est quoi? Alors écoute, le site c'est toteam-jeu.com, donc toteam-jeu.com. Voilà. Voilà, comme ça on aura tout. Évidemment, moi je mettrai les liens en commentaire. Mhm. Parce qu'il y a des gens qui lisent les commentaires. Moi aussi j'étais surpris, mais c'est toujours utile. On les embrasse d'ailleurs, on les Ah oui, adore. très, très fort. Je veux dire, installez-vous, je vais vous préparer un café, un thé ou du kombucha ou un grand verre d'eau. C'est un peu trop tôt pour l'apéro. Enfin ici. Sincèrement, Ingrid, moi je suis pas surpris, mais un grand merci pour cet échange, puis évidemment la qualité de celui-ci, puis Ben, merci à toi et pour l'invitation et pour ton podcast et pour tout le reste d'ailleurs, et c'est toujours un plaisir, donc à suivre. Hein. Il y a pas de, c'est pas un point de clôture. ah, c'est sûr que non, j'ai plein d'idées derrière. Donc, pour achever ce podcast et cette session, je te laisse le mot de la fin. C'est à toi, Ingrid. Écoute, mon mot de la fin, c'est vraiment ouais, merci. Et je dis pas merci comme ça. Si je dis merci, c'est que je suis sincère parce que je sais pas faire autrement. Voilà. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute et on se retrouve bientôt. Bye bye.